J'ai un cinéma intérieur qui tourne comme ça et donc du coup, maintenant, à 40 ans passés, j'ai ma petite collection de porno personnel dans ma tête, avec, voilà, mes petits trucs. Alors je vais c'est comme on débouche une bonne bouteille, quoi. Donc je vais aller dans ma cave mentale et je vais aller me chercher: là, je me ferais bien un petit voilà, Je me rends compte qu'il y a en fait 3 groupes de fantasmes pour moi. Il y a ceux dans lesquels je me projette et je me dis: «J'aimerais bien faire ce truc-là». Il y a ceux que je trouve excitants, mais je me dis vraiment: «Ce serait une très mauvaise idée de les réaliser». Tu vois? Genre, par exemple, je peux trouver excitant, l'idée d'un gangbang sur un parking de supermarché la nuit et en même temps, je pense que si je le vis, ça risque d'être un peu décevant. J'avais des fantasmes que j'avais vraiment l'impression de ne pas choisir, et j'en ai toujours. Et j'avais un vrai malaise avec ça, une vraie honte. Et d'ailleurs, je me rappelle, une fois, j'en ai parlé à ma psy et je lui ai dit « Comment je fais pour plus avoir ça ?» Et elle m'a dit « Commence par te laisser tranquille. » En fait, je sens que j'ai un moi intérieur qui est en mode quand même, c'est YouTube là, tu vas parler de tes fantasmes sur YouTube quoi. Jusque dans nos fantasmes, en fait, on est comme conditionné à en même temps être excité par certaines choses qui parfois sont empreintes de sexisme, de patriarcat, etc. Alors que, en fait, on cherche du plaisir et que concrètement, on parle de connexion, d'amis, d'amour, de libération. Tout à l'heure, j'ai parlé de sécurité. Moi, quand je me dis c'est la sécurité qui m'excite, je me dis quand même il y a un problème dans la vie réelle, quoi. Enfin, Pourquoi certaines choses nous excitent alors que elles vont à l'encontre de nos convictions morales, je sais pas, de nos valeurs, de notre éthique, etc. Est-ce que c'est pas transgressif, justement? Ben c'est ça. Pour moi, il y a un côté, ce qui est parfois excitant, c'est parfois quelque chose qui te choque un peu. lâcher prise un peu, en fait, je trouve, sur la sexualité. Il y a quand même énormément de pression éthique, de pression performative, il y a énormément de pression, quoi. On est sur de la belle ombre de derrière, hein. J'ai pas fait une luminosité de ouf, désolée pour ça. Ok, 4e épisode les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous publier cet épisode parce que là ça y est, on rentre dans le dur. Autant vous dire que c'est l'épisode de loin qui me rend la plus vulnérable. Vous allez comprendre pourquoi si vous le regardez jusqu'au bout. Et merci à toutes les personnes qui ont participé, en particulier à cet épisode, parce qu'on s'est dit des choses quand même... Enfin, l'univers des fantasmes, on va quand même dans des choses qui sont très intimes par définition, donc merci pour ça. J'ai encore une fois quelques petites choses à vous dire. La première chose et la plus importante, c'est que j'ai un trigger warning à vous faire ici, puisqu'on parle de fantasmes. Et il y a des fantasmes, enfin un fantasme en particulier autour du consent, non-consent qui est sorti durant l'épisode. Donc si c'est quelque chose qui n'est pas ok pour vous, avec lequel vous êtes mal à l'aise, vraiment je vous recommande de ne pas regarder cette partie-là de la vidéo. Je vous aurais mis ici le timecode exactement. Et le consent, non-consent, si vous ne connaissez pas le terme et que vous voulez savoir si ça vous triggerait, désolée pour l'anglicisme affreux, mais si ça vous déclencherait quelque chose de négatif, c'est toutes les pratiques qui sont autour du non-consentement fictif. Vous savez, du non-consentement joué, où on fait semblant de dire non alors qu'en fait on veut dire oui. Voilà, c'est des choses voilà, où on simule des viols par exemple, où on simule des relations non consenties. Et c'est quelque chose qui pour beaucoup de personnes n'est pas ok à entendre, et comme on décrit nos fantasmes, il y a un moment donné de la vidéo où on décrit un fantasme comme celui-ci. Donc je vous aurais mis le timecode pour que vous puissiez sauter cette partie-là de la vidéo si ça ne vous correspond pas. Deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est qu'on va continuer la conversation en live sur Twitch, comme tous les mercredis qui suivent la sortie des pilotes. Donc si vous avez envie de nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos, vous aurez le lien du live sur Twitch. Et la troisième chose, c'est que ce Pillow Talk existe, et toute cette émission existe grâce à Se Sentir Bien, qui est mon entreprise. Et donc j'ai envie de vous dire merci à vous si vous avez à un moment donné acheté un accompagnement, un programme, un atelier, ou que vous êtes abonné à la communauté. D'ailleurs on parle de la communauté, enfin je le mets en note à un moment donné dans le Pillow, parce qu'on parle de cercle de parole et on vient d'introduire les cercles de parole dans la communauté. Donc bref, voilà, la communauté c'est un abonnement
que je propose aux personnes qui suivent mes vidéos et mon podcast, où on parle de dev perso sur les différents pans de la vie. Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça peut vous intéresser. J'accompagne aussi sur des problématiques en lien avec le couple, l'ouverture du couple, au polyamour, aux relations non exclusives. Donc pareil, allez regarder un petit peu tous les liens qu'il y a dans la barre d'infos. Dernière petite chose que j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à partager. Clairement, on est sur un épisode qui ne sera pas monétisé, donc n'hésitez pas à partager, à mettre des likes, des j'aime, des commentaires pour pousser la vidéo et la mettre en avant si vous pensez qu'elle est utile. Et puis évidemment, c'est une vidéo qui parle de sexualité, donc ce n'est pas approprié pour les enfants, mais ça, je pense que vous l'auriez deviné sans moi. Voilà, c'est tout pour cette intro. Bon visionnage, et on se retrouve dimanche prochain pour le suivant. Ok, bah c'est bien, on est de bonne humeur, ça commence bien. Je pense que la fatigue, en tout cas de mon côté, commence à se faire sentir. C'est que le premier jour, dans le deuxième, on filme pendant encore quelques jours, bref. Merci d'être là, trop bien, encore une fois. Je pense que je vais me répéter toujours, c'est ceux qui participent à beaucoup de talks, vous allez m'entendre dire ça, mais c'est vraiment sincère. Je suis en gratitude infinie d'être là et de vous avoir sur ces coussins. Je suis trop contente de ce qu'on est en train de vivre. Et ce soir, donc pour nous, il est 17h et tout ce que vous avez entendu pendant les semaines qui précèdent, on les a filmés depuis hier soir. Donc on est vraiment dans le mood là. Et j'ai envie qu'on discute des fantasmes. C'est un talk que je suis très heureuse qu'on fasse pour que, en gros, mon intention et la raison qui a amené à ce que ce sujet apparaisse dans cette série de talks, c'est que, en fait, j'ai remarqué en discutant de sexualité donc avec les gens autour de moi et dans des événements sexpo, qu'il y avait quand même pas mal d'interdits, de choses dont on parlait pas au niveau de ce qu'on désire, de ce qu'on a envie de vivre, etc. Et aussi beaucoup de questionnements au niveau de est-ce que on doit réaliser nos fantasmes, est-ce qu'on doit pas réaliser nos fantasmes, est-ce qu'on casse tout si on réalise nos fantasmes, etc. Et il y a plein de choses qui sortent. Et comme demain on va parler de BDSM, donc dans le talk de la semaine prochaine, les amis, vous entendrez parler de BDSM. Je me suis dit que ça serait une belle entrée en matière, et donc j'ai envie, moi, personnellement, d'un moment sympa où on va bien rigoler et se raconter un peu les fantasmes, ce que ça évoque pour nous, le sens que ça a pour nous aussi. Je veux bien qu'on fasse un petit tour de prénom-pronom et un mot que vous évoque la thématique d'aujourd'hui. Dans le sens trigonométrique, à partir de la personne qui commence. Ça fait plus rire personne dans le sens trigonométrique. Ça ne dure qu'une fois. Je suis fatiguée là. Hein, ça se voit. Hein. Dani, pronom elle. Nuage. Méta, elle. Libido. Cécile, pronom elle, cinéma. Géraud, pronom il ou elle. Voilà, c'est mon mot. Nadia, pronom elle, et le mot que ça m'évoque, c'est le jeu, les jeux. Esther, pronom elle, et le mot qui m'évoque fantasme. Intimité. J'aimerais bien qu'on commence par se raconter si vous le souhaitez. Donc évidemment, il n'y a pas d'obligation à participer à toutes les questions, mais un fantasme que vous avez réalisé, et franchement, c'était vachement moins bien que dans votre esprit, si vous en avez. Moi, il y avait l'amour sous la douche. Je me figurais ça comme quelque chose de très exotique, et en fait j'ai eu froid et on a culpabilisé de faire couler autant d'eau. Et ouais, non, c'était un peu pourri au final, je crois. C'était pas vraiment mon meilleur souvenir d'interaction. Ouais, grosse déconvenue sur l'amour sous la douche. Ouais. Ok.
Moi, le très classique amour, l'amour sur la plage, Ouais. avec la capote en papier de verre et tout. Mhm. Donc, tu vois, c'est vachement sympa au cinéma. Mais alors, dans la réalité, alors j'avais 16 ans, tout ça. Je me suis dit, mais jamais plus, mais quelle idée! Mais quelle idée! C'est inconfortable, ça pique, ça gratte, et tu mets 3 semaines à virer le sable que t'as partout, quoi! C'est horrible, ne faites pas ça! Ok. Bah, dans la même veine, moi, c'est dans l'eau. Que ce soit piscine, mer, bain, j'ai l'impression d'avoir persisté. Plusieurs choses. Et à chaque fois, ça irrite. Non. Ok. Bah, moi, le truc auquel je pense, c'est pas vraiment un fantasme à proprement parler, c'est plus en fait un truc relationnel où ça faisait des mois et des mois que je discutais en ligne avec un mec et genre on avait une entente intellectuelle mais de ouf, ça se passait trop bien, enfin vraiment on était hyper en phase sur plein de choses qu'on se racontait. Et en plus, à chaque fois, on devait se voir. Et puis, plusieurs fois, il a dû décommander parce qu'il avait des problèmes d'organisation et tout. Donc, moi, j'étais au max, quoi. Et quand on a fini par se voir et passer du temps ensemble, mais genre, l'alchimie, la physique, elle était tellement pas là que c'était la grosse déception. Et je me suis dit, bon, en fait, j'ai beaucoup plus kiffé ces 4 mois d'échange à distance que ce qui s'est passé dans la vraie vie. Mais Voilà. tu l'avais jamais rencontré avant? Vous avez échangé et ensuite vous êtes On rencontrés? s'est vu juste comme ça pour boire un café, Ok, en ouais. fait, voilà. Et D'accord. puis après, on s'était vu pour faire des trucs ensemble. Et Hmm. là, le truc, c'était vraiment absent, quoi. La magie n'a Ça pas a opéré. pas du tout. D'accord. Tu veux en partager un? Ouais, dans un autre style, je pense que j'ai eu pendant longtemps des fantasmes de corps bodybuildé, vraiment l'affiche du métro, mais en vrai dans mon lit. Et en fait, quand il n'y a pas de connexion, c'est vraiment le flop total. Et j'ai aussi persévéré un peu comme toi et l'eau, parce que j'ai essayé plusieurs types de corps. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis résolue que, ben non, quoi. C'est pas le corps qui fait la connexion. Bah, du coup, je vais en dire un qui n'a pas été dit, même si alors, je relate à fond sur l'eau, le sable. Non, mais quelle idée, ouais. Ça m'est déjà arrivé aussi, ça. Le côté intellectuellement, ça va, mais physiquement, en fait, non, pas du tout. Je pense que je vais dire le classique, la voiture. Non, il y a un levier de vitesse, tout ça. Non, ça marche pas. Tu peux asseoir le truc, mais après, il y a le volant. Enfin, non, non, ça marche pas. Même quand on est petit, je suis petite, il était petit. Non, ça. C'était mieux dans ma tête, en fait, au final. Ce qui m'amène à demander, en fait, une question que j'ai envie de vous proposer, qui est, mais, en fait, quelle place ont les fantasmes, vous, dans votre esprit? Est-ce que vraiment vous avez des fantasmes? Est-ce que vous les nourrissez? Enfin, comment vous vivez cette possibilité, finalement? Parce que c'est génial. Enfin, on a la possibilité de s'imaginer des choses autour de sa sexualité. Est-ce que vous l'utilisez? Quel rapport vous avez à ça? Et est-ce que ça a une place dans votre vie? Et si oui, laquelle? Avant de répondre, je voulais juste rebondir sur l'arrière de la voiture. Voilà. Ouais, mais on n'y a pas pensé. Et le capot, c'est pas mal non plus. Le capot de la voiture, donc c'est pas trop Alors, chaud. Sur, C'est bien. sur le parking public, peut-être pas, mais... Bah, sauf si t'as un fantasme d'exhibe, d'exhibe, on sait jamais. Mais j'en ai, mais on parlera peut-être des fantasmes non assoupis. Moi, ça a été très important dans la construction de ma sexualité, dans ma tête. Ça a été vraiment... ça m'a permis de me rendre compte assez rapidement que ce qu'on nous présentait comme une sexualité normale, classique, hétérosexuelle, et pénétrative, et enfin tout ça, ça me paraissait d'un ennui. Pourtant, j'ai essayé beaucoup, hein, longtemps. Puis il y avait plein de gens et tout. C'était un ennui, c'était pas possible. Et vraiment, je m'emmerdais, quoi. Je me disais, mais... Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que les gonzesses, dans les films et tout ça, elles avaient l'air de s'éclater, quoi. Et que moi, j'étais là, genre, évidemment... Et disons, je savais que j'étais pas frigide, hein, parce que j'avais déjà eu des petites interactions assez intéressantes, un peu plus aventureuses, qui m'avaient complètement envoyé sur orbite. Donc oui, je savais que tout fonctionnait comme il fallait. C'est juste que ça là, le côté berger allemand, là, bam bam bam, et
Je dis, pff, J'appelle ça marteau-piqueur. Mais... ah ouais, non, mais... Ouais, non, moi, ça m'évoquait vraiment un truc très câlin. et, et, euh, et je voyais pas. Et donc, j'ai essayé vraiment longtemps et beaucoup pour essayer de comprendre l'intérêt. J'ai besoin de comprendre. Puis, au bout d'un moment, j'ai renoncé. Et en fait, tout mon univers sexuel et tous mes orgasmes étaient liés à des pratiques, des caresses, des contacts qui étaient pas forcément pénétratifs, pas forcément vaginaux, genre, bon, pas forcément clitoridiens non plus d'ailleurs, mais qui avaient rien à voir avec le mode d'emploi qu'on nous proposait. Euh, et, euh, et en fait, ça a été un vrai... Enfin, j'ai bien aimé, parce que Cécile a parlé de cinéma, ton mot c'était le cinéma. Et c'est vraiment ça, on a vraiment un cinéma, enfin moi, pardon, pas on, j'ai un cinéma intérieur qui tourne comme ça, et donc du coup, maintenant, à 40 ans passés, j'ai ma petite collection de porno personnel dans ma tête, avec... avec voilà mes petits trucs. Alors je vais c'est comme on débouche une bonne bouteille quoi, donc je vais aller dans ma cave mentale et je vais aller me chercher là je me ferais bien un petit voilà ah ça c'est pas mal et du coup je vais élaborer là-dessus, je vais me faire des scénars et tout. Mais donc aujourd'hui j'ai plus énormément de fantasmes nouveaux. Parce que j'ai quand même, je peux pas dire que j'ai fait le tour de la question, c'est pas vrai, c'est heureusement, mais enfin bon, j'ai quand même un petit peu roulé ma bosse quoi. Et je suis bien avec mes petites bouteilles maintenant. Hein. Je me sens une œnologue du fantasme. Et voilà, j'ai mes petits goûts. J'en bois pas tous les jours, mais c'est devenu aussi mes fantasmes principaux sont devenus la base de ma sexualité. Et ça a été hyper important aussi. Et donc j'ai une sexualité hyper épanouie parce que à un moment donné, j'ai identifié un pattern dans mes fantasmes, qui m'ont permis qui est après ça déclinable à l'infini, mais qui m'ont permis de baser ma sexualité réelle sur mes fantasmes et de pouvoir la partager avec mes partenaires. Et c'est beaucoup, beaucoup plus chouette qu'au cinéma, enfin, de celui de dehors. Celui de dans ma tête est beaucoup plus simple. Qui d'autre veut partager le rôle des fantasmes dans sa vie ou la place que ça prend? Moi, je crois que les fantasmes m'ont fait avancer dans la découverte de certaines pratiques. Je crois que le premier des fantasmes dont je me souviens, c'était vraiment d'avoir... vraiment, j'avais cette image, peut-être que je l'avais rêvée. Tu en parlais des rêves tout à l'heure, mais vraiment, peut-être que je l'avais rêvée et que je me retrouve en fait dans un club libertin et je fais un cunnilingus à une autre femme. Et j'avais encore eu aucune expérience avec d'autres femmes avant. Et ce truc-là, cette image, cette envie, c'était vraiment un fantasme qui m'a poussée à pousser la porte d'un club libertin un jour et de le réaliser. Et il y avait ce côté transgressif. En fait, pour moi, un fantasme, c'est un truc transgressif. Sauf qu'une fois que tu l'as transgressé, c'est plus transgressif. Donc, il y a d'autres choses qui arrivent après que j'estime être encore transgressives, même après avoir cheminé longtemps, tu vois. Mais je crois que le rôle, c'est ce qui m'a poussée à mettre en place des choses. Je vois complètement. Moi, c'est un peu la même chose aussi. Donc, j'ai aussi ce truc-là les fantasmes m'ont permis en fait de formuler finalement des désirs où c'était ok dans ce cadre-là en le formulant comme un fantasme, parce que pour moi dans le mot fantasme, quand tu l'annonces comme tel, c'est vraiment genre je ne le réaliserai pas, c'est pas le but, mais j'ai ce fantasme. Et du coup il y a une notion de c'est pas parce que je dis que j'ai ce désir que je veux le faire, justement s'il est transgressif, etc. Il y a un peu cet espace-là. Donc ça m'a permis, en plus moi je suis une extravertie, donc en fait j'ai souvent besoin de formuler les choses à l'oral, donc ça m'a permis d'en parler, de mettre des mots dessus pour vraiment dire ah oui ça grave, ah non ça pas du tout. Et pendant longtemps ça m'a servi à ça. Aujourd'hui c'est plus un truc qui m'amuse en fait, et j'ai un côté un peu genre quand il y a un truc qui pop, j'ai envie d'explorer parce que je trouve ça fun en fait, et c'est pas forcément là que je vais trouver vraiment les prochaines choses que je vais aller explorer dans la sexualité, mais j'aime beaucoup l'idée de cases dans la tête. Moi j'ai pas ça du tout et j'adorerais, mais ça m'inspire trop, je trouve ça super intéressant. Donc aujourd'hui, le rôle, c'est
plus un rôle d'amusement. Et par le passé, effectivement, ça m'a aussi servi un peu à ça, d'explorer. Ouais. Et tu vois, quand je t'écoute parler, je me rends compte qu'il y a en fait 3 groupes de fantasmes. Pour moi, il y a ceux dans lesquels je me projette et je me dis j'aimerais bien faire ce truc-là. Il y a ceux que je trouve excitants, mais je me dis vraiment ce serait une très mauvaise idée de les réaliser. Tu vois, genre par exemple, je peux trouver excitant l'idée d'un gangbang sur un parking de supermarché la nuit. Et en même temps, je pense que si je le vis, ça risque d'être un peu décevant, pas exactement ce à quoi je m'attends. Et des choses qui sont en fait des fantasmes qui sont, comme tu disais, des petites caves mentales, mais qui sont des trucs que j'ai vécus, et que je n'avais pas forcément projetés, mais que j'ai vus ou auxquels j'ai participé, ou dans la vraie vie, ou que j'ai vus sur Internet, par exemple. Et donc, je trouve ça... c'est du vécu, en fait. C'est pas quelque chose que j'ai projeté comme pour moi, dans l'idée de fantasme, mais quelque chose que tu projettes. Tu vois, c'est dans l'avenir. C'est pas un truc qui appartient au passé ou au vécu, quoi. Mais pourtant, ça en est. Et ça reste dans ton imagerie mentale. Et c'est ton petit film que tu te sors au moment où tu as envie. Ouais, ça m'inspire finalement beaucoup de choses. Et je pensais à tout ce que j'ai... Enfin, dans la série du film, tout ce que j'ai fantasmé comme situation qui était déjà arrivé. Mais un peu, là, je maîtrise et là, ça va se passer autrement. Et là, un tel va mieux s'occuper de moi, par exemple, basique, mais finalement, c'est hyper utile. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes qui sont nourris par ces expériences décevantes du passé. Et là, c'est un peu moi qui réalise le film. Et donc, du coup, je dis comment ça va se passer. Et puis, je pense aussi que... Enfin, c'est une tellement grande liberté de pouvoir tout imaginer, d'être en sécurité dans sa tête, que je pense aussi que je me permets des fantasmes que je pense que je réaliserai jamais parce que j'aurais trop peur de 30 000 trucs, de comment je vais me sentir, etc. Alors que dans ma tête, ça se passe toujours hyper bien. Oui. Et puis, je crois aussi que tu parlais du jeu. Et ça peut être hyper ludique, c'est vraiment une grande liberté. Et je crois que ça fait un peu le job de refaire l'histoire et de la maîtriser. Et de cette fois-ci, ça se passe bien et j'y trouve ma place, tout ça, quoi. Et je pense que j'y trouve aussi beaucoup ça dans l'imaginaire et dans mes fantasmes. Moi, ça prend pas mal de place depuis pas mal d'années, les fantasmes. Oui, moi, ça prend pas mal de place et j'ai pas toujours un rapport apaisé à mes fantasmes. Mais par contre, je vois que, effectivement, je les utilise comme des portes, enfin, comme des espèces d'ouverture. Mais à la base, je pense que j'avais des fantasmes que j'avais vraiment l'impression de pas choisir, et j'en ai toujours. Et j'avais un vrai malaise avec ça, une vraie honte. Et d'ailleurs, je me rappelle, une fois, j'en ai parlé à ma psy et je lui ai dit « Comment je fais pour plus avoir ça ?» Et elle m'a dit « Commence par te laisser tranquille. » Et moi, c'est un des trucs que m'a beaucoup apporté le Sexpo, en fait. C'est d'être en paix avec mes fantasmes et avec mes envies d'exploration. Et j'ai l'impression d'en avoir réalisé plusieurs et même d'être allée au-delà. Et en même temps, des fois, j'ai l'impression que j'aimerais être plus présente dans mon corps et moins avoir besoin de films. Et des fois, du coup, j'ai un petit peu un conflit intérieur quand j'ai besoin d'être dans... Parce que, par exemple, pour jouir, parfois, j'ai vraiment besoin de passer par le fantasme. Et il y a un petit conflit où, quand je vois que je tourne en rond avec toujours les mêmes fantasmes, qui viennent un peu automatiquement, j'ai tendance à vouloir sortir des automatismes et du coup, des fois, je suis un peu embêtée avec ce truc-là. Mais par contre, quand j'ai un nouveau fantasme qui pop, par exemple, des fois, ça m'arrive en marchant dans la forêt, où il y a de la créativité qui arrive. Alors là, je me nourris à balle et j'en parle avec des amoureux et ça nourrit vachement la relation. Mais voilà, je vois que j'ai un rapport un peu ambivalent avec mes fantasmes. Je trouve ça super important ce que tu dis, là, le fait d'avoir... le fait que tu partages que tu n'as pas forcément un rapport hyper serein toujours avec tes fantasmes, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu. Ça m'arrive de faire des vidéos où je demande aux personnes anonymement de me poser des questions sur différentes thématiques, et j'ai déjà vu
dans certaines thématiques des choses sortir du genre j'ai un problème, je dois être un violeur caché parce que j'ai ce fantasme de consent non-consent, du coup, alors je sais pas comment on dit en français, mais j'ai envie de jouer une scène de sexe non consenti, même si en fait il y a consentement. Et du coup, la personne confond qu'en fait elle a envie de jouer à ce jeu-là avec quelqu'un de consentant et le fait qu'elle a vraiment envie de violer quelqu'un. Mais c'est fou, la honte et la culpabilité que ça peut créer en fait. Et c'est là où je trouve hyper précieux d'avoir des espaces d'éducation, sexe positif, tout ça, pour dédramatiser le truc et voir, ok, en fait, tellement de gens, Tellement. Et on peut jouer avec ça et pas se torturer, quoi. Ben, c'est ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, tant qu'il existe une catégorie YouPorn sur ton fantasme, c'est que probablement tu n'es pas seul. C'est que ce soit même, je sais pas, les relations incestuelles, zoophiles, scatophiles, je ne sais quoi encore, enfin, probablement que même si toi tu trouves ça honteux, il y a d'autres personnes qui ont ce même fantasme. Après, comme on disait, tous les fantasmes sont pas bons à réaliser, voilà. Mais le jeu, tu peux jouer tout un tas de trucs. Dans des mises en scène avec des partenaires consentants, tu peux jouer tout un tas de trucs, c'est ça qui est cool. Par ailleurs, il ne faut pas non plus oublier que la honte est un moteur. Ça peut être un vrai moteur. Il y a un vrai moteur de... ça peut être quelque chose qui nous cache, mais ça peut aussi être quelque chose qui nous fait avancer. La honte, la culpabilité dans la sexualité. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans une civilisation qui a construit l'intégralité de la sexualité sur ces sentiments-là. Donc du coup, c'est un moteur de notre sexualité culturelle de base, du package qu'on nous donne à la base qui s'appelle sexualité. La honte et la culpabilité englobent tout. Vraiment. Et en fait, ça peut être un moteur parce que du coup, ça crée un obstacle entre soi et la sexualité. Et l'obstacle est extrêmement motivant. Soit la réalisation du plaisir dans la sexualité, c'est quelque chose, c'est une quête de soi, mais moi, c'est probablement la nécessité de m'affranchir de cette honte, par exemple, ou de cette culpabilité, de faire, par exemple, sur des fantasmes de soumission, qui sont à l'opposé de mon personnage social, et qui du coup d'abord que je comprenais pas vraiment, et puis que mais pas du tout, enfin voilà, moi je suis une femme forte et puissante, etc. Et comment ça se fait que je me rêve à quatre pattes en train de prendre des fessées, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Et il y a une vraie culpabilité là-dedans, profonde vis-à-vis de soi, hein, mais je me respecte pas, mais j'ai pas de dignité, je veux m'amoindrir devant. Et en fait, non. Ça m'a mené sur les chemins du BDSM et d'une sexualité qui est plus franchement BDSM aujourd'hui, et où justement, voilà, j'ai mixé les trucs que j'aimais. Je me suis comprise. J'ai dû aller à la rencontre des gens qui pratiquaient, des pratiques, de ce qui en était dit, de la façon dont des gens le vivaient, etc., pour me rencontrer, moi, et rencontrer la partie de moi qui fantasmait ça. Et ça a été le fait d'assumer, de pouvoir vivre ce fantasme-là en particulier, qui est très très fort. Ça a été infiniment libérateur pour moi, et donc du coup, faut pas complètement mépriser la honte et la culpabilité. Je pense qu'elles ont une utilité, en fait, dans la construction de la sexualité. On n'a pas tellement le choix, on doit faire avec. Je pense que c'est vraiment le lot de tout le monde, parce que c'est complètement civilisationnel, mais c'est un outil intéressant dans la construction, je pense. Ouais, je suis entièrement d'accord. En fait, je sens que j'ai un moi intérieur qui est en mode quand même, c'est YouTube là, tu vas parler de tes fantasmes sur YouTube, quoi. Donc, tu dis que ce que tu veux. Ouais, déjà. Et on garde que ce que tu veux. Déjà, mais en fait, il y a cette peur un peu de...
tu vois, quand t'es une femme, t'es pas censée avoir du désir beaucoup quand même, tu vois. Ouais. Bah oui, la Ah, preuve. voilà. Il y a beaucoup d'hommes ici. Hein. Et quand t'es socialisée comme une femme, t'es pas censée désirer, quoi. T'es Ouais, censée c'est ça. être un objet de désir et point. Et en fait, moi, il y a eu un shift le jour où mon amoureux m'a demandé « Mais toi, c'est quoi tes fantasmes ?» Et j'étais là, mais tu m'as vraiment posé cette question? Genre, tu veux vraiment qu'on en parle à voix haute avec nos voix et tout? Et il m'a dit, bah ouais, enfin déjà, on peut juste en parler, quoi. Déjà, ce sera chouette. Et alors après, quand il m'a proposé de les réaliser, alors là, j'étais complètement... j'en revenais pas, quoi. Mais ouais, en fait, rien que le fait d'en parler avec ses partenaires, je trouve que c'est déjà un pas. Et de les dire à voix haute avec ses partenaires, c'est déjà un pas aussi. Et pour avoir fait quelques ateliers, moi je sais qu'il y avait une partie de mes fantasmes dont j'avais honte, hein, très clairement. Et ouais, je pense que c'est hyper important déjà de verbaliser et de dire bah ouais, c'est ok de fantasmer ça. Et ça veut pas dire que tu veux sa réalisation. Et t'as pas à te sentir coupable de fantasmer sur ça en fait. Moi, je sais que j'avais participé à des ateliers sur les fantasmes où il y avait des fantasmes complètement ahurissants qui sortaient. Et en fait, bah, c'est OK, quoi. C'est OK, ça veut pas dire que tu veux le faire. C'est cool, quoi. Tranquille. Je pense que je me suis sentie très puissante au moment où j'ai réalisé des fantasmes, où j'ai mis ce que j'avais dans la tête dans le réel. Ça m'a vraiment débloqué des cases, en fait, d'explorer des parties de moi. Je trouve qu'il y a un côté un peu jeu théâtral, quoi, où tu explores des personnages et tu prends ce qui participe à ta construction, à ton chemin, et puis tu laisses le reste, quoi. Et ouais, de l'explorer dans ton corps, c'est vraiment de le vivre, quoi, de le sentir et de le vivre, et ouais, c'est hyper empouvoirant. Voilà. Ouais. Bien. Je trouverais ça super chouette qu'on se fasse un petit tour de partage de fantasmes. Alors, ça peut être quelque chose qui a été réalisé, quelque chose qui n'a pas été réalisé, quelque chose que vous voulez réaliser, quelque chose que vous ne voulez pas réaliser. Ou je ne me prononce pas, je ne dis pas si je l'ai fait, pas fait, si je vais le faire, si je ne veux pas le faire. Je le mets là, à votre imagination. Et je trouverais ça super fun déjà pour nous ici, puis ça donnera des idées à tout le monde. Et j'espère que ça dédramatisera aussi peut-être les fantasmes des auditeurs, auditrices qui nous regardent. Et s'il vous plaît, faites la même en commentaire. Ça va être, moi, ça va être ma passion d'aller vous lire. Avec grand plaisir, quoi. Donc, avec la conscience que c'est sur YouTube. Mais c'est un espace de non-jugement. Je crois qu'on est Je vais réfléchir à ce que je suis OK de partager, sachant que peut-être ma fille, elle a regardé. Sinon, j'ai une super idée de fantasme, mais c'est un ami qui ça marche à parler. Ah oui, on pourrait raconter les fantasmes de nos amis. Voilà, c'est ça, nos amis imaginaires. Voilà. Si vous voulez, je peux commencer. Comme ça, je sais ce que je vais dire et du coup, ça me fait rire de me dire que je vais dire ça sur YouTube. Alors, je pense qu'on a une des chaînes YouTube où il y a le plus d'espace de non-jugement. Vous allez voir, ils sont assez ouf en termes de gentillesse et de respect de l'être. Enfin, je pense que dans les communautés qui existent sur YouTube, il y a très peu de communautés qui sont comme celle-ci, donc vous allez voir, ils sont assez ouf. Déjà, ne serait-ce de recevoir ce qu'on est en train de donner quand même cette semaine-là. Enfin, bon, c'est quand même assez dingue. Le fantasme que j'ai envie de partager, c'est un fantasme qui a été réalisé, qui est un gangbang, justement. Je suis en train de dire sur YouTube que j'ai fait un gangbang, j'adore. Démonétisation. Non, mais c'était un truc... Et en fait, ce fantasme-là, il est important pour moi à partager parce qu'il y a toute une histoire derrière. Ça fait partie des choses où vraiment, en tant que femme féministe, j'avais ce truc de... Je ne peux pas désirer un gangbang à un moment donné. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le gangbang, le principe, dans le porno en tout cas, c'est généralement une femme qui se fait pénétrer contre son plein gré très souvent par un certain nombre d'hommes dont elle connaît souvent pas l'identité, ni le nombre, enfin c'est pas trop elle qui décide quoi. Donc c'est une position de soumission.
Et il y a souvent une posture d'humiliation dans la représentation, en tout cas, qu'on en a dans la pornographie classique. Et moi, j'avais ce fantasme dans ma tête de je devrais pas avoir envie de ça, en fait. Je devrais pas avoir envie de ça. J'ai pas déconstruit des trucs. Il y a quelque chose. Et en fait, je me suis vraiment observée. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me plaît là-dedans? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose que j'ai envie de vivre? Vraiment? Genre, est-ce que ça doit rester à l'état de fantasme? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de vivre? Et en fait, on s'est réapproprié, je dis on, parce qu'en fait, on a coécrit le scénario du moment où j'ai réalisé ce fantasme avec l'un de mes amoureux, qui est quelqu'un de génial, qui m'a écrit tout le scénario, qui a tout préparé. On l'a fait dans un endroit qui était trop où je vais vous raconter un peu le délire et tout. Mais on avait fait un jeu de rôle où en fait j'étais au cachot, attachée avec comme ça, avec une cagoule, et j'étais la prostituée préférée du roi. Donc j'étais là au cachot, et c'était un endroit où il y avait une cave voûtée, où j'étais accrochée en haut avec de la paille au sol. Enfin, c'était l'odeur de la paille. Même encore aujourd'hui, ça m'excite maintenant. L'odeur de la paille, ça me ramène à ce moment-là, tellement c'est... Alors que j'avais pas de king sur la paille à la base. Et donc j'étais là, et il y a des brigands qui sont venus m'attraper pour... oh là là, on a trouvé la putain du roi, oh là là, et tout. Enfin, il y a vraiment tout le jeu de rôle. Et qui m'ont du coup attachée un peu plus haut dans le château, et qui ont fait le gangbang. Et la règle, c'était il faut la remettre en place. Faut pas que le roi s'en aperçoive, donc pas de traces sur le corps. Donc on a incorporé mes limites dans le scénario, donc pas de coups, pas de traces, pas de bleu, pas de... Enfin voilà, il faut pas qu'elle crie, donc il faut qu'elle soit consentante, il faut qu'elle dise qu'elle aime toujours, etc. Parce que sinon on va l'entendre à l'autre bout du château et ça va pas être... Enfin voilà, et du coup il y a eu tout un... Et c'était absolument magnifique. J'ai passé un moment de communion qui était incroyable. À la fin, évidemment, on a fait du care dans ce genre. Bon, on en parlera un peu plus demain dans les cadres donc pour vous la semaine prochaine, sur les cadres dans des situations de BDSM comme c'est le cas. Donc BDSM ici, donc de l'échange de pouvoir. Donc à un moment donné, j'étais en position de vulnérabilité, et on a fait un care après. Et en fait, c'était incroyable comment toutes les personnes qui ont participé en tant que donneurs et donneuses à ce gangbang ont en fait été vraiment dans une posture de me faire vivre le meilleur moment possible, et était au service de mon plaisir, et comment en fait c'était un moment absolument magnifique. On a tous pleuré et toutes pleuré, et c'était trop beau, et ça a fait un lien entre toutes les personnes qui étaient là, et c'était trop génial. Et c'est quelque chose c'est pour ça que je le partage, c'est qu'en fait on part vraiment d'un truc où c'était parti d'une honte et d'un truc que je jugeais comme quelque chose d'antiféministe à en fait à un moment donné c'était juste moi qui accepte de recevoir du plaisir de manière inconditionnelle, en fait. Et c'est ça que je trouve beau dans la réalisation de ce type de fantasme. Alors, évidemment, là, on parle d'un gros fantasme. J'en ai pas des 15 000 des comme ça, et j'en ai pas vécu des dizaines des comme ça, où vraiment on a mis tout un truc en place. Mais c'est ça que j'aime bien dans la logique de potentiellement le réaliser, c'est d'aller chercher son plaisir, quoi. Je trouve ça ouf. Voilà, donc moi, c'était un réalisé, du coup. Waouh. Merci. J'espère que là, je suis en train de me dire, j'espère que j'ai pas cassé l'ambiance en disant oui, maintenant, il va falloir comparer. Pas de comparaison, les meufs. Pas de comparaison. C'est ouf. Je relate un peu sur la prostituée du roi. J'ai une pote qui est pas mal sur ce type de kink, ouais. Ouais. Il y a un truc vraiment chouette de... Elle est précieuse quand même. Oui, c'est ça. Il faut pas la casser, quoi. Elle emploie un terme qui me parle beaucoup, qui est la vénération-soumission. Oui. Ouais. Non, mais on a déjà eu ce genre de discussion. Ok, on en parle. Voilà. Peut-être sur Twitch à 3h du matin, peut-être. Non, merci pour ton partage. De rien. Est-ce que vous avez envie de partager un fantasme? Alors, réalise ou pas. Pas obligé de dire, hein. Mais... Ouais, alors je peux partager le dernier qui m'est venu. En fait, c'était assez récent. C'est en me retrouvant beaucoup sur les sites de rencontres et de me dire que moi j'ai 42 ans et quand il y a des mecs de 20 ans qui m'écrivent, ça me saoule, quoi. Enfin, je me dis encore un qui va falloir tout apprendre, quoi.
J'avais enchaîné en plus quelques rencontres où j'étais un peu... ouais, je me dis, putain, les mecs, entre ceux qui essayent de me baiser sans capote alors que j'ai été quand même très, très explicite sur le truc, entre ceux qui arrivent chez toi et qui commencent à te doigter sans même se laver les mains. Tu vois, genre des trucs de base, en fait, quoi. Voilà. Et donc, à un moment, alors que je m'étais offert un massage pour mon Noël et j'étais là en train de me faire masser. Et c'est un peu comme toi quand tu marches en forêt, tu vois, il y a des trucs comme ça, des trucs qui divaguent, qui viennent. Je me dis, ok, bah, pourquoi pas, je vais en prendre un, et je vais lui apprendre tout ce que je sais. Voilà. Et donc, je me suis dit, ok, je vais lui proposer un truc, ça sera hyper cadré. Donc, je lui ai dit, écoute, voilà, je te propose, le deal, c'est, tu viens chez moi 1 heure tous les 15 jours. Tu discutes pas la date, c'est moi qui te dis quand on peut, voilà. Tu s'entends évidemment, mais... Non, mais quand elle fait, ouais, ok, d'accord. Consentement éclairé et enthousiaste. C'est grave. Je voulais aussi qu'ils ne viennent jamais les mains vides, qu'ils viennent toujours avec une offrande. Ça pouvait être quelque chose de matériel ou d'immatériel. Une offrande. Tu viens pas les mains vides, tu vois, c'est le principe, quoi. Pendant 1 heure, mais genre, je regarde ma montre, hein, il ne reste pas 1 minute de plus. Une fois, il a eu l'outrecuidance de venir en avance. Je dis, je suis désolée, c'est pas l'heure, donc tu attends en bas, et quand ça sera l'heure, je t'ouvrirai. Et donc, pendant 1 heure, on travaille un truc. Voilà. Je dis, aujourd'hui, on va travailler, par exemple, le cunnilingus. Donc, en fait, et donc, je me sens totalement légitime à le diriger, à lui expliquer exactement comment je veux qu'il fasse. Et lui... Tu donnes des cours à tout Tinder. Et il m'écoute. Il m'écoute. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu vois, quand on joue cette posture aussi d'ascendant de pouvoir, enfin d'expérience, quoi. Et là où si je disais autant de choses, genre non, un peu plus haut, un peu plus à droite, plus intense, moins intense, etc., à un mec de mon âge, il pourrait dire fais chier à la fin, laisse-moi faire, tu vois. Mais non, lui, il écoute, il m'écoute et il a la volonté de bien faire. Et donc du coup, je me sens très légitime à le diriger, c'est moi qui drive tout le truc. Et voilà, on a travaillé différents sujets. Et en fait, ça me plaît bien, cette relation. Le fait que vraiment, c'est très cadré, il n'y a pas d'attirance intellectuelle au-delà de ce que vraiment on est en train de faire dans ce cadre-là. Et ça me plaît que ce soit un truc dont je me sens en totale maîtrise, en tout cas. Ça s'appelle une relation BDSM, on en parlera demain, mais c'est une relation DS. Il y a beaucoup de gens qui ont ce type. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans le talk sur les relations, mais c'est un type de relation qui existe entre les gens et je trouve ça génial. Ouais, et puis après, j'ai vraiment pris ça aussi comme un don de moi, tu vois, genre c'est ma contribution au monde. Il y en a un qui se baladera dans le monde en sachant ce qu'il faut faire, tu vois. C'est mon cadeau pour les générations futures, quelque part. On peut t'en envoyer si on... Mais grave, vas-y, je fais Media's Mais Legacy. tu sais quoi, je le dis pas, en fait, il y a un vrai créneau, quoi. Il y a un vrai créneau Non, mais on va d'éducationnel. ouvrir une école. Mais enfin. Mais Je tellement. suis sûre qu'il y aura beaucoup de clients. Mais grave. Parce que aussi, dans l'histoire des hommes qui étaient des bons amants que j'ai eus dans ma vie, souvent, il y a eu le rôle dans leur vie d'une femme plus âgée, souvent, qui les avait initiés, qui leur avait appris des choses. Et je te dis, mais tellement merci, meuf, je ne sais pas qui tu es. C'est vrai parce qu'on va en parler de ça dans probablement les talks futurs. Et du coup, je mets un disclaimer ici, mais parce qu'en fait, là, on en rigole parce que c'est drôle. Mais en fait, je pense que les hommes en particulier sont vachement démunis. Et genre là, ils sont là, bah oui, mais c'est pas drôle. Genre, moi, j'essaye vraiment. Et en fait... il y a vraiment tout un truc, il y a une non-communication, il y a une non-possibilité finalement de s'améliorer sur ce sujet, de dire même pour nous en tant que femmes, je parle du coup surtout du rapport hétéro, mais de dire en fait ton cunnilingus là, non, il faudrait que je te montre ou que je te le dise. Et en fait, il n'y a pas la possibilité ni du côté du partenaire ni de notre côté à nous d'aller s'améliorer. Et tout ça, on va en parler quand on parlera de plaisir, désir, j'imagine. Mais je trouve ça hyper important en fait qu'on le mentionne ici quand on en rigole et tout, parce qu'il n'y a pas volonté, évidemment, enfin, vous me connaissez, vous le savez, hein, mais il n'y a pas volonté de shamer les hommes qui font mal les cunis, mais c'est vrai qu'on se sent quand même un peu démunis. Ce que tu dis là, c'est... On ne se sent pas toujours légitime, en fait, à leur dire vraiment ce qu'on voudrait, ce qu'on ne voudrait pas, comment... C'est ça. Des fois, tu dis... Et eux, pas légitimes à demander aussi. Ouais. Parce que sinon, ça veut dire que c'est un mauvais coup. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment faire. Et là là, quelle honte de ne pas savoir comment faire, tu vois. Ouh là là. Sauf que tu n'es pas... Bah non, et en fait, on est toutes différentes, quoi. Donc, un don pour les cunis, il y en a peut-être, hein, mais... Il y en a.
Il y en J'en a. ai croisé T'es quelques-uns. sûr qu'il y avait quelqu'un sur Tinder qui leur a proposé un kink en disant Mais écoute, par j'ai exemple, une idée. un de ceux que j'ai croisés et qui était le plus doué, il me racontait que quand il était plus jeune, il y avait une femme qui en fait, des fois, l'appelait. Enfin, il était dans une relation DS avec une femme qui pouvait l'appeler et le réveiller à 3h du mat en lui disant écoute, traverse tout Paris et viens me bouffer la chatte. Et lui, il y allait, quoi. Donc, il y avait aussi ce truc-là. Donc, il a eu aussi une initiatrice. Voilà. Trop bien. Merci. Moi, pendant très longtemps, en fait, j'ai très longtemps rêvé de sexualité de groupe, comme d'une espèce de... je fantasmais un lien, déjà, pas un truc d'inconnu, par exemple, les clubs libertins, je sais pas quoi faire de moi dans ces endroits-là, j'arrive avec tous mes complexes, tous mes défauts, je sais pas qui sont les gens, ils sont tous trop beaux, ils m'attirent pas en plus, parce que je les connais pas, et bon, j'aime pas, c'est pas mon truc. Moi, ce que je rêvais, c'était d'être entouré d'amis, de gens qui se connaissent, qui s'aiment, qui ont de l'affection et qui se touchent, se caressent, s'embrassent, se font l'amour en toute amitié, avec des rires, avec une forme de fluidité qui circule entre les gens et dans une espèce de grand bain d'amour façon vraiment bisounours mais max quoi. Et en fait, il y a un moment dans ma vie où j'ai eu l'opportunité d'organiser des soirées comme ça. Et J'étais pas là. Non, mais personne n'a jamais fait ça ici. Non, hein. non, non, La sexualité. Personne. en groupe, Pas de voilà. Et donc voilà, et en fait, j'ai toujours d'ailleurs un grand appartement, et c'était à l'époque facile de mettre ma fille, qui était fille unique à l'époque, chez sa grand-mère, et d'organiser à la maison. Et alors du coup, de se lâcher sur la déco, on a fait, il y a une fête où on a fait une piscine d'huile. Donc on avait tendu une bâche comme ça sur des rondins au milieu voilà, et puis on avait mis de l'eau, de l'huile tiède comme ça, et il y avait les cornues On en parlait hier. voilà, c'était fabuleux. On a une très grande baignoire à la maison. En plus, ça fait des bulles. On a fait des concours de. Et alors, à combien on tient dans la baignoire? Spoiler, 11. 11 huilés ou 11 pas huilés? Sans huile. Mais sans eau non plus, parce que je sais plus. Voilà. Enfin bon, non, c'était 11 sur mon lit. Il y en avait 5, je crois, dans la baignoire. Et donc voilà. Et en fait, pendant quelques années, j'ai été comme ça l'organisatrice de quelques-unes des plus belles orgies de Paris. Et belle non pas parce que les gens portaient des diamants et machin, ou alors c'était pas non plus parce qu'on avait une liste hyper select, on n'avait pas d'acteurs de cinéma, on n'avait pas de rien. C'est juste parce que quand on était là, il y a eu une espèce de parenthèse enchantée où il y avait une ambiance magique, un truc d'amour fou entre les gens, et ça allait alors ça dure jamais longtemps malheureusement, ce genre de bulle, ça éclate, mais donc oui, je l'ai vécu, hein, et il y a plusieurs, ça a été pendant quelques années une tradition de commencer l'année par une orgie, et donc du coup on organisait des fêtes de Nouvel An où moi je connais pas de plus grand bonheur que de commencer l'année avec des piles de gens nus qu'on aime dans son salon, ça, avec une espèce de canapé qui fait 12 mètres carrés parce qu'on a ouvert tous les canapés ensemble et tout, et il y a plein de gens, et où qu'on pose le regard, on voit quelqu'un qu'on aime en train de jouir, c'était un rêve, quoi. Et c'est le genre de rêve que j'ai eu un infini plaisir à réaliser.
depuis, il m'arrive encore d'organiser des fêtes comme ça, mais de façon beaucoup plus espacée, etc. Euh, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que quel que soit le casting, on arrive toujours à recréer cette espèce d'ambiance de l'espace, quoi. Un truc incroyable, incroyable, incroyable. Et c'est pas forcément l'endroit où je vais avoir la sexualité la plus intense, ou la plus, même la plus jouissive, etc. Moi, je suis plutôt, je suis plutôt une jouisseuse de l'intime, moi. Donc c'est vraiment, j'aime bien prendre le temps, être à deux, etc. Puis c'est comme ça que je me lâche le plus. Mais cette ambiance-là, pour moi, c'était plus de l'amour que du sexe, en fait. Et c'était plus de la circulation de notre amour entre nous tous, qui se matérialisait par du contact, par de la peau, par de... Et waouh, c'était bien, hein. C'est un truc que je n'avais pas en fantasme et que j'ai découvert. Enfin, je savais pas que j'avais ce fantasme, mais c'est en le voyant dans les milieux sexpo, où quand je suis arrivée dans une salle et que je vois une orgie, que je me suis dit... Alors déjà, dedans, il y a vraiment des gens qui font ça. C'est genre... Ce n'est pas une blague, en fait. Et c'est genre magnifique. Exactement ce que tu dis. Beaucoup plus de l'amour que du sexe. Et moi aussi, mon expérience des orgies, c'est pas tellement l'endroit où tu as le plus de jouissance, en fait. Genre le plaisir physique. Mais c'est un plaisir qui est tellement émotionnel et C'est un truc de mental. connexion. Ouais. C'est vraiment un truc de connexion. C'est un truc de ouf, hein. Moi, je m'attendais pas à ça non plus. Ouais, moi, il y a le jour où j'ai vu le film Short Bus. Je sais que c'est une histoire générationnelle, il y en a qui l'ont pas vu, il y en a qui l'ont vu, et pour qui ça a tout changé. Moi, c'est un des trucs qui a tout changé pour moi, cette scène en fait dans le short bus où ils sont, donc il y a un des personnages qui fait une initiation avec un couple où tout le monde est en train de baiser dans une playroom, etc. Et il y a une telle ambiance de bienveillance, c'est tout sauf glauque en fait, c'est tout le contraire du glauque, c'est pas du tout ce qu'on peut s'imaginer des milieux libertins, un peu cracra, etc. Non, c'est vraiment un truc qui est très peace and love, qui est hyper joyeux, qui est léger, qui est hyper bienveillant et donc en allant vivre en fait ce que j'ai le plus assimilé à Shortbus lors d'une soirée Kinky Salon à San Francisco, en voyant en fait je me dis, ouais, en fait, il y a des gens qui font ça, mais c'est ouf, en fait. J'ai vraiment vécu une expérience initiatique complètement dingue parce que je me suis dit, mais ça existe. Et en fait, c'est tellement libérateur de vivre ça. C'est tellement, à un moment, tu dis que tu es à 3h du mat, tu relèves un peu, tu dézoomes un peu et tu vois tous ces gens qui sont là, en train de kiffer, en train de se faire des trucs les uns aux autres. Enfin, tu dis, mais waouh, en fait, quelle libération! Quelle libération du désir, du corps, de l'acceptation de soi, de sa façon d'être en relation avec les autres. C'est vraiment transformateur. Complètement. D'autres fantasmes ? Moi, je pense que c'est surtout les lieux. Donc, j'ai pas changé depuis l'adolescence. Je crois que j'ai une palette de lieux. Alors, j'en ai réalisé quelques-uns ou pas, mais les salles avec des miroirs, tout ce qui est dans la nature. Alors, la nature, c'est la base, la connexion à soi, tout ça. Moi, je vote pour. Donc, les champs, les forêts, tout ça. Je crois qu'il n'y a rien qui m'excite plus que de passer en voiture dans une grande... dans une route avec des arbres, etc. et de me dire viens, on s'arrête maintenant. Là, là je crois qu'il y a quelque chose à faire. On peut s'arrêter tous les 100 mètres à ce rythme-là, mais vraiment la nature, les cabines des piscines, le cinéma, le billard. La grue, la grue. D'accord, je pense que dans la grue. Il y a un truc de l'ordre de un peu ludique, on fait ce qu'on a envie au moment où on a envie, quel que soit l'endroit où je suis, quoi. Et au-delà du lieu qui du coup parfois est un peu pas trop prévu pour, j'adore l'idée de c'est maintenant, c'est maintenant, quoi. On va pas rater le coche. Et dans un autre registre, mais en fait, en réaction à ce que j'entends, je trouve que, en fait, mes fantasmes, parfois, ils sont aussi alourdis
Et ça rejoint le je suis féministe, je devrais pas fantasmer là-dessus, etc. Et puis le style de corps aussi. Non mais attends, en vrai, tu sais très bien que c'est pas le corps qui fait l'acte, qui fait le plaisir. Et en même temps, ça m'excite, quoi. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Puis je trouve qu'il y a quand même une influence du porno. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai beaucoup lu pour m'exciter et pour libérer mon imaginaire avant de regarder du porno. Et je crois que j'ai gagné le fait de pouvoir imaginer des choses qui sont parfois dégradantes, en tout cas filmées de manière dégradante, je trouve, ou en tout cas les femmes n'ont pas toujours une place proactive, etc. dans le porno. Mais je les ai lues avant et assez tôt. Et du coup, je pense que, en tout cas, je suis assez contente aujourd'hui parce que je me dis que ces choses-là qui m'excitent, elles sont pas empreintes de t'es une femme, tu devrais pas avoir du plaisir par ça, etc. Et je trouve que je suis assez contente de ça. Donc lisez, lisez. Aujourd'hui, il y a même des podcasts et je trouve que ça aussi, ça augmente la palette de possibilités. Et finalement, ça me rend presque un peu triste de me dire que jusque dans nos fantasmes, en fait, on est comme conditionné à en même temps être excité par certaines choses qui parfois sont empreintes de sexisme, de patriarcat, etc. Alors que, en fait, on cherche du plaisir et que concrètement, on parle de connexion, d'amis, d'amour, de libération. Tout à l'heure, j'ai parlé de sécurité. Moi, quand je me dis c'est la sécurité qui m'excite, je me dis quand même il y a un problème dans la vie réelle, quoi. Je me rends compte que le sexpo, ça m'a aussi permis de me dire ok, t'as plus besoin de fantasmer de ça parce que tu peux le vivre. Et du coup, si tu fantasmais de vulve, d'autres choses, et en fait, d'autres choses, quoi. Alors, je fantasmais toujours de la forêt, ça n'est pas parti, mais ouais, d'autres choses. Comme si j'avais une bande passante et qu'en fait, il y a la moitié qui est prise par des choses où c'est juste parce que dans la réalité, c'est pas normal, quoi. En fait, rendez-moi ma sexualité que je fantasmais à plein, quoi. Je trouve que ça, c'est riche. Et pour faire écho au cinéma, je pense que autant dans le porno, j'y ai pas tellement trouvé de choses qui finalement étaient que je garderais peu. Autant dans le cinéma de base, même si c'est très hétéronormé et que je pense que j'ai cru longtemps qu'on pouvait jouir par la pénétration uniquement, hein, merci Hollywood. Mais en fait, il y a plein de scènes qui m'ont marquée où j'ai eu envie de refaire, reproduire, et notamment le billard, c'est Alfie, qui est un film, puis il y a le remake avec Jude Law, et alors cette scène sur le billard, mais c'était resté pendant très longtemps, et je pense que le cinéma m'a aussi m'a beaucoup nourri, mais comme les films, comme ces choses un peu suggérées, et où l'air de rien, en fait, la connexion, elle y est, quoi. Et du coup, ça donne envie de reproduire le moment, mais pas pour faire ce qui est dans le film, mais pour rechercher le même degré de romantisme, d'amour, de connexion, de tout ça, quoi, de sécurité. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un truc avec le cinéma. Bon, puis aussi parce que j'ai un truc avec le fait de le faire dans le cinéma, mais Cool, trop bien. Moi, je connais une personne qui a un fantasme sur les confessionnals dans les églises. un truc avec les Et genre, non mais c'est fou. Et elle me l'a dit à un moment où on était en train de visiter une église. C'était assez... Elle me dit, tu sais quoi? Moi, je rêve de faire l'amour dans un confessionnal. Ah bon, d'accord, très bien. Et ouais, non, moi, plus personnellement, il y a les ascenseurs qui qui ont un effet sur moi. Même si j'ai pas du tout envie de réaliser ça parce que j'aurais vraiment trop peur d'être surprise. Mais ouais, d'être dans un ascenseur avec un inconnu et de sentir comme une tension et en même temps une gêne parce qu'on dit rien, parce qu'on se connaît pas et combien il reste d'étages, ah là là, on aurait le temps si ça se trouve. Et ouais, il y a tout un imaginaire autour de ça, ouais. Mais c'est fou parce qu'à chaque fois, il y a ce truc de... Enfin, ce serait intéressant de l'analyser, mais
ce côté un peu donc transgressif dans l'exemple que tu donnais avec ton ami là sur le côté religieux, il y a une transgression. Ah bah, à fond. Le lieu public avec un inconnu, genre on nous a expliqué qu'il fallait connaître la personne genre depuis 1 an avant de faire de la sexualité. Hein? On en a parlé dans l'entrée sur la vie sexuelle. C'est quand on était jeune. Quand on était jeune. Ouais. Ah, quand vous étiez... Parce qu'on n'a pas eu le même mode d'emploi. Hein. Alors moi, ça, c'est une règle... Il y a les côtés un peu transgressifs, et puis il y a aussi l'inconnu et l'imaginaire, la place au... L'imaginaire, je serais intéressée de savoir si on peut compléter un peu. Qu'est-ce qui fait qu'un fantasme est un fantasme, en fait? Qu'est-ce qui fait que ça suscite chez nous ce truc-là, cette curiosité et cette envie de le faire? Et pourquoi, du coup, parfois, quand on le réalise, finalement, ça tombe un peu à plat, parce que si on enlève ce truc-là qui était à l'essence du truc, en fait... on l'a plus, quoi. Enfin, je sais pas si ça vous évoque des choses que je dis, mais... Tu sais, c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et notamment ce que tu disais, Cécile, c'est vraiment... pour moi, je peux tirer sur la question, et c'est pourquoi certaines choses nous excitent, alors que elles vont à l'encontre de nos convictions morales, je sais pas, de nos valeurs, de notre éthique, etc. Est-ce que c'est pas transgressif, justement? C'est ça. Pour moi, il y a un côté, ce qui est parfois excitant, c'est parfois quelque chose qui te choque un peu. Tu vois, qui te dérange, qui te fait sortir de ta zone de confort, qui fait que du coup, ça devient excitant. Et moi, des personnes qui peuvent être excitées devant du porno classique, bien que on sait que c'est fait parfois dans des conditions abusives, ça véhicule pas les valeurs qu'on voudrait, etc., etc. Et pour autant, quand on garde du porn plus éthique, moi, je trouve que le post-porn, c'est pas toujours aussi excitant, en tout cas pour moi, que parfois du porn mainstream. Et pour moi, il y a vraiment une histoire de conditionnement. Tu vois, comment est-ce comment on a créé nos chemins de désir, en fait? Comment est-ce qu'on a créé notre imaginaire fantasmatique, sexuel, etc. Beaucoup avec le patriarcat et le porn classique. Et que tu veux pas, ce truc-là, il est ancré en toi. T'as beau essayer de te déconstruire, et pour moi, la petite couche que tu peux déconstruire, ça reste une couche assez superficielle, et que faut pas. Peut-être dans les générations futures, tu vois, si les autres générations qui viennent, elles regardent que du porn éthique, peut-être qu'elles seront plus excitées sur des trucs différents. Et que pour moi, c'est toute une reconstruction en fait à faire. Mais faut pas culpabiliser sur le fait d'être excité par des trucs de soumission, de gangbang, et c'est pas parce qu'on s'est rendu compte que c'était existant, c'est pas parce qu'on a pris conscience et qu'on fait un travail de déconstruction que ça change le fait que ça existe. Enfin, c'est pas parce que j'ai conscience des mécaniques globales, systémiques, etc., qu'à titre individuel, j'ai la solution ou la clé pour le résoudre. Et c'est généralement pas le cas, en fait. Donc je le subis au même titre, c'est juste que maintenant j'en ai conscience. Et souvent on se culpabilise, on dit pourquoi je continue à le subir, enfin, j'en ai conscience. Ça change rien, en fait. Non. Je vais bien raconter mon fantasme. Vas-y. Raconte-nous. Parce que, en plus, j'ai galéré à choisir, et là, ça y est, j'ai choisi. C'était comme ça, genre. C'est surtout qu'il y a beaucoup de frustration sur ce fantasme, donc je le trouve intéressant, parce que du coup, il augmente. Parce que c'est un fantasme que j'ai failli réaliser et que j'ai passé du temps avec une autre personne à co-construire. C'est un fantasme de vénération, où je suis en posture de déesse et où il y a plein de personnes. Donc l'idée, ce serait de faire une espèce de rituel, un culte, où je suis une déesse et j'ai les yeux bandés, et il y a de la musique et on me fait des trucs et tout ça. Et donc il y a une personne qui a commencé à organiser ça pour moi, sans me dire qui y aura, etc. Mais on a fait la liste des personnes, pour qui c'est OK, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, etc. Donc on y a mis beaucoup de temps, on a fait monter la sauce, et l'événement était le week-end du premier confinement. Quand le premier confinement a commencé. Totale solidarité. Ah, c'est dur. Non. Ah, frustration. Ça n'a pas eu lieu? Ça n'a pas eu lieu. Oh. Et une fois, on s'est dit peut-être il y a moyen, il y avait plus de confinement. Tout le monde, maintenant qu'il y a les tests et tout, non? Et plus de confinement, tu fais tester tout le monde? Pour le moment, on l'a pas refait. Ouais. Mais ça va venir. Je me dis mon prochain anniversaire peut-être pour mes 30 ans, ça serait parfait.
Et du coup, c'est quoi la posture? Donc, t'es une déesse, il y a un scénario, etc. L'idée, c'est aussi que je sois surprise. Donc, le principe de base, c'est simplement, je suis une déesse et il y a un culte pour me vénérer. Pour te donner du plaisir, quoi. Oui, voilà. Et j'imaginais aussi qu'on me donne à manger des fruits, enfin des choses comme ça. Trop bien. Voilà. Ça va être ouf. Ça va être ouf. Et pareil, je rejoins ce truc de transgression parce que je sens qu'il y a... Est-ce que je raconte ça? Parce que je trouve que ça fait un peu... je vais être au centre et je vois qu'il y a une honte à ce niveau-là. Et en même temps, ça attise aussi quelque chose, quoi. Donc effectivement, la transgression et la honte... ça, le truc en tant que femme aussi, d'oser demander, de pouvoir être au centre de son plaisir et tout ça. Et j'ai envie qu'on se pose une question parce que je sais qu'elle viendra, sinon on commence, même je la trouve intéressante. Du coup, est-ce qu'on les réalise ou est-ce qu'on les réalise pas, nos fantasmes? Et on le fait ou on le fait pas? Vous êtes team je les garde pour moi ou team je les réalise? Team ça dépend, et si ça dépend de quoi? Team, ça dépend. Déjà, pour les réaliser, il faut qu'ils soient réalisables. Hein. J'ai envie de te dire. Un alien dans l'espace. C'est ça, voilà. tu vois. Il y a des, on a besoin de ça. Ça. Dans les lieux. Dans un avion. Ouais, mais après, voilà, il y a des tas de fantasmes super sympas et pas réalisables du tout. Donc voilà. Donc du coup, c'est très bien que ça reste à l'état de fantasme. Après ça, il y en a qui sont transférable quelque part dans la réalité, c'est-à-dire où on va retirer l'essence du fantasme, le sortir de son scénario, de son décor, et réaliser ce qui est réalisable. Et ça peut être vachement... ça peut être vachement intéressant aussi parce que du coup, on n'est pas complètement dans le fantasme, mais on est dans l'évolution de sa sexualité. Et je pense que les fantasmes, c'est aussi ce qui nous permet d'évoluer dans nos sexualités, finalement, de faire de nos sexualités une part de notre identité. Parce que, moi, personnellement, le principal intérêt de la sexualité, voilà, moi, les orgasmes, je peux me les donner toute seule, merci bien. Mais ce qui m'intéresse dans la sexualité avec... dans la sexualité avec des gens, c'est que c'est une rencontre, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est que mon imaginaire érotique va rencontrer un autre imaginaire érotique, et c'est de trouver les points de connexion, c'est de trouver ce que moi je vais pouvoir apporter à l'autre, et comment l'autre va nourrir le mien. C'est dans mon couple, dans mon mariage, hein, je suis marié, hein. Il y a eu, comme dans beaucoup de couples, on a eu une période où, après les enfants, etc., et se retrouver après ça, c'est pas facile. Dans beaucoup de couples, c'est vraiment compliqué de se retrouver. Et en fait, notre solution a été de se reconnecter chacun à son propre univers érotique de son côté, et de le repartager, presque comme si on se connaissait pas, en quelque sorte. Donc de faire tabula rasa de la sexualité qu'on avait eue pendant 8 ans avant ça, et de dire, voilà, qui on est maintenant, de quoi on a envie maintenant, comment on se rêve maintenant, comment on se désire maintenant. Voilà, moi j'ai envie, voilà, et j'avais vraiment envie de que au bout d'un certain temps où la confiance était totale entre nous, on puisse se lâcher sans craindre le regard de l'autre, parce qu'il y a beaucoup d'inhibition aussi dans le fantasme, et habiter sa personnalité sexuelle, c'est quelque chose qui demande beaucoup de confiance dans l'autre et dans le regard de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose, moi, que je n'arrive à faire que dans une intimité construite, installée, protégée, et c'était le cas. Et donc du coup, on a eu cette chance de pouvoir faire ça, de pouvoir se retrouver. En fait, un jour, il y a eu un déclic, et c'est reparti en feu d'artifice, quoi. Mais vraiment en feu d'artifice, c'est-à-dire que depuis, c'est Disneyland dans notre piole, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Et
et c'est vraiment parti de, ok, on a réalisé des tas de fantasmes pendant des années, avec plein de gens, parce qu'en plus on a d'autres partenaires, donc voilà. Et là, on s'est perdu de vue au niveau sexuel. Et maintenant, on réunit tout ça, on essaie de faire un peu le point, notre propre cartographie intime et érotique, et on se l'offre mutuellement, et on s'installe dans notre sexualité maintenant, quoi. À 35 ans, on se redécouvre. On se redécouvre soi, on redécouvre un partenaire avec qui on est depuis des années. On redécouvre le désir ensemble, le désir l'un de l'autre. Les fantasmes sont un moteur, voire un cric même, ça va une manivelle quoi. Ça peut relancer vraiment le désir, recommencer à fantasmer l'autre, à fantasmer avec l'autre. Moi j'aime bien le fantasme, justement parce que il a une place dans la réalité. Il y a des trucs qui sont complètement délirants, etc., et qui nourrissent une part de nous, et qui nourrissent une part de notre identité. Nos fantasmes sont les briques jaunes de ce chemin-là. Du coup, est-ce qu'on les réalise ou est-ce qu'on les réalise pas? Ça dépend. Ça dépend d'abord d'où on en est dans la sexualité, et ça dépend de l'envergure des fantasmes, et ça dépend surtout de pourquoi faire, en fait. Mais les réaliser enfin, en réaliser certains, en tout cas, ça a un vrai sens, ça a une Peut-être un vraie... pouvoir, en fait. Mais oui, ça a une vraie signification, et c'est vraiment les briques d'une construction très importante pour un épanouissement sexuel, quoi. Qu'est-ce que vous en dites en termes de est-ce qu'il faut réaliser ou pas réaliser les fantasmes? Moi, je suis plutôt team ça dépend aussi. Je te rejoins assez, Meta. Et effectivement, y a des fantasmes qui sont techniquement pas réalisables. Mais je pense qu'il y en a d'autres pour lesquels ça vaut le coup au moins d'y penser, d'en parler librement. Et bon, je dois paraître très langue de bois parce que moi, j'ai pas spécialement de choses très spécifiques à partager, mais je crois que c'est une démarche hyper intéressante de construction de soi-même et de sa personnalité. Et ouais, enfin, qui, moi, m'a beaucoup enrichi, ouais. Mm. Je suis assez d'accord sur le ça dépend aussi, personnellement. On a dit, bon, évidemment, ce qui n'est pas réalisable, mais aussi ce qui n'est pas éthiquement souhaitable, en fait. Où on n'a pas envie, en vrai. Ouais. Ou alors, après, le détourner, comme ce que j'ai fait avec le gangbang, genre de se dire, OK, qu'est-ce qui est pas éthique selon moi là-dedans, qu'est-ce qui l'est, et du coup, de se le réapproprier, ça peut aussi être une façon de faire. Et je pense que c'est aussi un truc qui peut être rassurant si on a des fantasmes qui nous font peur, justement, éthiquement, de se dire, mais en fait, c'est pas parce que j'ai ce fantasme que je vais forcément le réaliser, et de se laisser aussi l'espace du coup de le fantasmer quand même, et de se dire que voilà, c'est juste notre imaginaire sexuel, et peut-être que ce qui est excitant justement, c'est le fait que ça soit pas réalisé de toute façon, en fait, et ça ne le serait plus si ça l'était. Donc dans ce cadre-là, c'est tout à fait ok de le fantasmer, en fait, du coup. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, complètement. Pour moi, le fantasme a une valeur en tant que tel. Comme tu disais, Meta, il y a un truc où c'est quelque chose que tu fais dans le cadre d'une relation. Soit parce que tu es dans une relation avec un partenaire ou une partenaire et que cette personne t'évoque quelque chose. Enfin, tu vois, il y a de la créativité qui se crée, il y a de l'imaginaire qui naît dans le cadre de la relation, et c'est un cadeau qu'on se fait à l'un à l'autre. Ou alors c'est dans le cadre de ta propre relation avec toi-même, et donc tu as quelque chose que tu as envie de vivre pour toi, et tu te dis j'ai vraiment envie d'expérimenter ce truc-là. Mais si ça se réalise pas, le fantasme, c'est un truc précieux que tu gardes pour toi, tu vois. C'est le fait qu'il existe, et ouais, ça nourrit ta fantasmagorie, ça nourrit tes séances d'autosexualité, et ça a de la valeur, quoi. Autosexualité, Ouais. j'adore. Ça a de la valeur en tant que tel. Totalement. Je pense que finalement, pas tout à fait, mais je pencherais plutôt pour le non, en fait. Justement, pour pas se donner l'illusion que la réalité, ça va être vraiment comme dans mon fantasme, comme dans mon imaginaire, etc.
Et ça m'évoque aussi cette espèce de recherche de l'expérience pour l'expérience, en fait. Moi, ça m'est arrivé vraiment très souvent, ces conversations barbantes sur les sites de rencontres où on me demande qu'est-ce que tu as déjà fait. Comme si faire l'amour avec 2 autres personnes, chez tout le monde, ça ressemblait à la même chose. Alors moi, j'attends le moment où on me demandera comment c'était ton plan à 2. Parce que, en fait, quand je fais de la sexualité ou l'amour avec un seul partenaire et avec le même plusieurs fois, c'est jamais la même chose. Et ça dépend de ce que j'y mets, etc. Donc, dans cette idée-là, je trouve toujours que chercher l'expérience pour l'expérience, on y trouve rarement ce qu'on vient y chercher, en fait. Et que ça dépend d'un tas de choses. Et dans les expériences que vous décrivez, qui sont vraiment magnifiques, réalisées, pas encore, il y a un côté hyper proactif et ça va pas vous tomber dessus par hasard, quoi. Vous allez chercher quelque chose, vous connaissez plus ou moins bien, etc. Et en fait, quand ça se passera, vous serez présente dedans et vous n'êtes pas en train de chercher l'expérience pour cocher la case, quoi. Je trouve que parfois, dans les fantasmes, il y a un côté un peu performatif, je coche la case, et puis comme je le fantasme et que ça m'excite, quand ça va arriver, ce sera le summum de la jouissance. Et si on y va comme ça, moi je penche à fond pour le non, et je me dis, ce sera jamais aussi bien que comme tu l'imagines, et même si c'est réalisé, mais refantasme à fond, quoi. Enfin, refait, et tout ça, quoi. Donc, c'est pas un vrai non, mais en tout cas, ça me permet peut-être de faire passer un message qui est, en fait, l'expérience en elle-même, sans connexion, sans sécurité, sans pouvoir, sans plein de choses. Est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut, quoi? Enfin, ça rejoint l'histoire de faire l'amour avec des gens qu'on aime. En fait, c'est peut-être, c'est peut-être ça la réalité ultime de la jouissance, quoi. C'est être bien, être connecté, être aimé. Moi, je suis team ça dépend aussi. Et c'est assez intuitif. Il y a des fantasmes, je sens que non, je ne vais pas les réaliser. Et d'autres, ceux sur lesquels je vais réfléchir, construire dessus, généralement, je sens que j'ai très envie de les réaliser et que ça m'excite et tout ça. Mais les fantasmes automatiques, j'en ai réalisé quelques-uns. Ça m'a beaucoup servi justement pour... ça m'a empouvoirée, j'ai eu l'impression de m'affranchir d'une honte, de culpabilité et de m'en servir aussi pour moi, pour mon plaisir. Et ça a aussi diversifié ma sexualité, nourri beaucoup de connexions. Enfin voilà, ça m'a beaucoup apporté. Mais il y en a, je sens pas la nécessité ni l'élan même de les réaliser. Par contre, parfois j'ai des doutes. Et dans le bénéfice du doute, je me dis que parfois ça vaut le coup d'aller vers l'expérience, ne serait-ce que pour voir qu'en fait, bah non, mais j'ai besoin de le vivre pour voir que bah non. Par exemple, juste avant que je rencontre les milieux sexpo et tout ça, je lisais beaucoup de livres sur le féminisme, j'étais dans une relation polyamoureuse, enfin je suis toujours, et j'étais dans une espèce de processus de libération interne, et j'ai eu une espèce de truc de je suis une personne libre et c'est ok de me taper plein de personnes dans la semaine et tout ça. Et j'avais une espèce de fantasme d'avoir plusieurs dates dans la semaine et tout ça. Et je me suis retrouvée avec une semaine avec 3 dates, donc le fantasme se réalisait. Puis le premier, bon, la personne... Il n'y avait pas le match, quoi. Ok, on avait passé une nuit ensemble, mais le lendemain, voilà. Et le deuxième, pareil. Et le troisième, au final, je l'ai annulé. Mais j'avais besoin de me confronter à l'expérience pour me rendre compte qu'en fait, bah non, quoi. Et je regrette pas. C'est vraiment l'expérience qui m'a permis de
de démystifier ce fantasme, comme l'eau. Je trouve que c'est vachement important ce que tu dis parce que enfin, moi je suis pas du tout dans la tendance de la sacralisation de la sexualité, du machin, le féminin sacré, le truc. Ça me parle pas du tout, moi, ces trucs-là. Moi, je suis vraiment terre à terre au possible. Et à un moment, je trouve que c'est intéressant aussi de jouer, d'explorer, d'ouvrir une porte, d'entrer dans la pièce et de se dire ah ouais non j'aime pas du tout la déco, je me casse. Et il y a un vrai intérêt à faire ça, je pense. Parce que ça permet aussi de lâcher prise un peu, en fait, je trouve, sur la sexualité, il y a quand même énormément de pression éthique, de pression performative, il y a énormément de pression, quoi. Et à un moment donné, ce que j'aime bien, c'est quand la sexualité, c'est aussi dans la vie, quoi. Et à un moment donné aussi, réaliser certains fantasmes, évidemment, mais euh, c'est... c'est aussi juste faire des expériences, et pourquoi pas faire des expériences sexuelles, quoi. Et moi, il y a vraiment des expériences sexuelles où j'ai fait le truc pour faire le truc, et la personne m'intéressait pas plus que ça, c'était juste l'opportunité de faire un truc que j'avais fantasmé. Et dans l'immense majorité des cas, c'est très décevant. Je suis d'accord avec toi, enfin, une fois que c'est fait. Bon, en général, tu jouis pas parce que t'es tellement concentré sur comment tu vas faire le truc, comment ça ressemble à ton truc et tout, machin. Ah ouais, non, ça c'était pas comme ça. Ouais, qu'en fait, c'est complètement, limite, tu fais tes comptes, quoi. Ouais, donc t'es pas du tout dans la connexion à ton corps, t'es pas dans la connexion à l'autre, etc. L'autre est littéralement un objet. C'est un instrument de ton truc, mais et en tant que féministe, j'entends à quel point c'est problématique, hein, et j'entends à quel point être placé dans cette situation-là, c'est très ça peut être, alors évidemment en général on essaye de faire en sorte que d'abord l'autre s'y retrouve aussi dans son fantasme ou dans son truc, que ce soit clair en amont, de dire voilà, moi là je suis dans la réalisation d'un fantasme, est-ce que ça te branche de le réaliser avec moi, et voilà, et où du coup déjà l'autre redevient sujet parce que il est associé à la démarche, mais c'est clairement l'acte et pas la personne qui me motive, mais l'acte a un intérêt. L'acte a un intérêt dans ma construction, dans ma mémoire, ne serait-ce que pour me débarrasser d'une obsession, par exemple. Il y a des trucs comme ça qui sont un peu, qui reviennent comme ça et tout, et tu te dis, mais c'est pas possible, enfin, ça doit, quelque chose, enfin, on essaye de me parler, quoi. Et donc, bon, bah, je vais aller décoder le truc. Je sais pas, je trouve que, il y a une dimension plus grande que nous dans la sexualité. C'est un joyau, c'est un truc. Enfin, il y a vraiment moi, des rencontres sexuelles, des moments de ma vie sexuelle qui restent dans ma mémoire comme des waouh. Et c'est le moment où chacune de mes cellules est connectée à l'univers. Enfin, c'est ouf, quoi. C'est vraiment génial. Mais je pense que pour pouvoir vivre ça, il faut pouvoir s'autoriser ça va, quoi. On peut réduire un peu la voilure. Et en fait, ce que je trouve fou dans tout ce qu'on dit là, c'est que finalement, si je devais résumer un peu ce qu'on s'est raconté, je trouve qu'il y a vraiment ce truc le fantasme, c'est vraiment un terrain de jeu finalement pour aller explorer notre sexualité, ce qu'on a envie de tester, ça peut nous servir à ça. Et je pense que c'est peut-être l'endroit le plus safe finalement pour commencer à se connaître sur ses plans de sa sexualité, de ce qu'on a envie d'explorer ou pas, mais juste vraiment un terrain finalement où il n'y a pas la place pour le jugement de l'autre, je trouve. C'est un endroit où vraiment tout est permis, tout est possible, et même ce qui n'est pas possible à réaliser en fait, et c'est ça qui est génial. Et je crois que c'est un peu le truc que j'aurais envie de dire, genre, en résumé de tout ce qu'on s'est dit, c'est genre, si tu sais pas par où commencer,
dans ta sexualité, avec tout ce qu'on va vous dire en plus pendant toute cette émission, finalement, le fantasme, c'est peut-être... là, j'étais en train de me dire, en nous écoutant, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par cet épisode-là, parce qu'en fait, le fantasme, c'est finalement peut-être le point de départ et l'endroit le plus safe et le plus personnel, pardon, j'ai touché le micro, mais le plus personnel où tu peux aller explorer finalement ce que tu as dans ton esprit. Je trouve ça finalement hyper empouvoirant de le voir comme ça. Je l'avais jamais vu comme ça, donc merci d'ailleurs. Je trouve ça génial comme idée. Effectivement, on a des fantasmes qu'on considère inavouables, qu'on considère très honteux ou pour lesquels on ressent de la culpabilité. Et ne serait-ce que de pouvoir les dire dans un cadre bienveillant, comme un cercle de parole ou un atelier. Ça permet d'enlever le voile de honte ou de culpabilité qu'il y a dessus, de les mettre dans le réel et parfois ça suffit en fait. Parfois on se dit ok, maintenant que j'en parle en fait ça me fait plus envie. Et c'est ok, et parfois en parler ça va encore plus augmenter le désir de réalisation et parfois non, et voilà, il y a pas de règle en fait quoi. Restons cool. C'est ce que ça m'évoque. Du coup, ce que je propose, c'est que pour terminer ce cercle, oui, je suis partie sur l'idée qu'on avait fait un cercle de parole, on n'était pas si loin. Mais justement, j'ai envie de wrap up d'une manière qui ressemble à ce qu'on ferait en cercle de parole. J'aimerais bien qu'on se dise, si vous le souhaitez, évidemment dans la limite de ce que vous souhaitez dire, mais comment c'était pour vous de parler de ça aujourd'hui. Et puis on terminera là-dessus. Et on va se le faire dans le sens anti-trigonométrique, à partir de... Oui, j'arrive encore à faire rire avec cette blague. À partir de la personne qui commencera volontairement. Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Je suis partie en me disant c'est un sujet finalement assez léger et je trouve que ça dit beaucoup de soi en fait. Je trouve que comme sur beaucoup de sujets, on se rend compte en parlant, en écoutant qu'on est loin d'être seul sur tellement de choses, cette histoire de honte et tout ça, donc merci pour ça. Et puis, je trouve que ça fait du bien, mais ça c'est bien Sexpo, ça fait du bien de pouvoir se dire, entendre, partager sans jugement comme tu le disais, et du coup on peut se détendre quoi, et du coup on peut réfléchir, on peut vraiment se demander mais pourquoi, mais comment, et est-ce qu'on fait pas, et tout ça quoi. Donc merci. Trop cool, merci à toi. Alors moi je me dis qu'après avoir fait mon coming out d'organisatrice d'orgie sur YouTube, je vais recevoir plein de demandes d'amis sur Facebook. Il y a des chances. Ou de demande d'ennemis si ça existait. Non, on ferme. Voilà. Je trouve que c'est... je te l'ai dit tout à l'heure en sortant du talk sur les relations. Je trouve que c'est une œuvre de salubrité publique. C'est-à-dire que je pense que ça permet d'installer la discussion sur la sexualité dans un cadre sain et de montrer que la sexualité c'est quelque chose donc la sexualité c'est quelque chose qui concerne tout le monde, y compris les personnes asexuels, au sens où même si c'est pas quelque chose qui fait partie de leur ressenti, c'est quelque chose qui est culturel dans ce qui les entoure, et que précisément, avec un peu de chance, les personnes asexuelles qui n'ont pas ce ressenti, le fait d'entendre des personnes sexuelles en parler, ça peut les aider à comprendre des choses qui sont contre-intuitives pour elles, donc ça peut toujours être intéressant aussi, à comprendre des parties de la culture qui échappent à leur référentiel personnel et physique, et je pense que ça peut être une souffrance pour les personnes asexuelles d'être exclues de cette partie de la culture du fait d'un manque de référentiel dans leurs sensations qui sont propres. Je pense le fait qu'on n'ait pas parlé du tout d'asexualité me paraît quelque chose de... Enfin, ça manquait, bref. Ça me manquait. On en a parlé dans les trucs. Non, enfin, dans ce contexte-là, ça me manquait. Et surtout, je pense que c'est hyper important de faire exister des débats sains, sereins, apaisés, responsables, des récits
positif de la sexualité, en particulier de la sexualité des femmes. Et le fait qu'on soit que des femmes, ça fait beaucoup de sens, je trouve. Et dans l'espace public, sur YouTube, accessible à tout le monde. Et voilà, je vais censurer cette vidéo pour mes enfants. Ah oui. Jusqu'à leur majorité. Autant c'est important que les enfants, en règle générale, aient accès à une éducation à la sexualité, autant Mais pas c'est la sexualité de leur mère. De leurs parents. Exactement. Voilà. Non, mais je comprends. Ça se tient. C'est C'est pas difficile à faire. voilà, et c'est quelque chose de compliqué Toute à la nuance faire. que tu disais il y a quelques Ouais. talks en arrière, c'était je parle de sexualité avec mes enfants, mais pas de ma sexualité. Et eux ne me Exactement. parlent pas de Ouais, la Et leur, mais c'est on quelque parle de chose de sexualité. compliqué à différent. faire en public. Quand on est parent, de parler de sa sexualité en public, c'est très compliqué parce qu'on peut pas complètement s'affranchir de ce risque et que ça peut être quelque chose d'extrêmement compliqué, que ce soit pour mes enfants, soit directement qui tombent sur cette vidéo, soit que des amis à eux viennent leur en parler. Ça peut être mortifiant, quoi. Donc c'est un risque, D'où l'importance aussi de ce genre de talk, parce que tu vois, la raison d'être de ce risque, c'est le jugement de l'autre. Bien sûr. Et la stigmatisation de la sexualité et le shaming qui est autour de ça. Et je merci du coup de contribuer à ça, malgré le fait que toi, tu t'exposes à ce risque dans ta vie personnelle. Et je trouve ça, même si tu c'est vas mon te karma. protéger, etc. Mais je trouve ça hyper important que ce genre d'espace existe pour cette raison-là, parce aucun d'entre nous devrait avoir peur pour des raisons professionnelles, familiales, etc. de parler de ces sujets-là qui sont si naturels et si communs. En fait. Et c'est ça que moi je trouve hyper intéressant, là, c'est presque philosophique, et c'est philosophique en fait, mais pour moi l'intimité c'est ce qu'il y a de moins intime en fait, dans la mesure où finalement c'est ce qu'on partage, enfin c'est ce qui fait notre humanité, genre le fait que je sais pas, que tu rêves de je sais pas quoi, d'orgasme dans tel contexte, enfin je veux dire, s'il y a bien un truc que tous les humains ont, c'est ça, enfin je veux dire, c'est pas ce qui fait ton identité et ton unicité, donc c'est hyper chouette qu'on puisse déconstruire ça. Bref. Ouais, j'ai déjà... Mais juste une petite incise, moi je me rends compte que de parler de l'intimité, c'est beaucoup moins tabou que de parler de certains autres sujets. Par exemple, quand tu discutes avec des personnes sur des sites de rencontres, tu peux parler fantasmes, pratiques, etc. Mais personne ne parle d'argent, par exemple. Oui. Tu vois, genre le rapport à l'argent. certainement un pilotoc sur l'argent un jour. Ah, mais c'est Là, génial, si vous moi, me connaissez j'adore. un peu, vous savez que ça arrivera. Toutes les névroses du monde, tu vois, se posent dans ta relation à l'argent. Je trouve ça génial comme sujet. Mais c'est totalement extraordinaire. tabou. Mais le sexe, l'argent, là, niveau développement personnel, il y a du taf. voilà, il y a de la débroussaille à faire. Ouais. Bref. Comment c'était pour toi, Dani, ce talk? Moi, c'est un sujet que j'adore, que je trouve aussi vraiment nécessaire en termes d'hygiène interne. Et je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir être tranquille avec ses fantasmes. Vraiment. Et je me souhaite aussi de l'être davantage, parce que je vois qu'il y a quand même une petite voix dans ma tête qui est là en mode... Ça va être sur YouTube, ça. Qu'est-ce que t'as dit déjà? T'auras oublié d'ici la diffusion. Je pense que je vais avoir un petit rappel avant, tu vois. Donc ouais, je sens à la fois tout le sens que ça fait pour moi, toute la richesse que j'ai trouvée dans l'échange. Et en même temps, cette petite part de moi qui se sent un peu vulnérable à l'idée de partager tout ça sur Internet. Et c'est le jeu. Et merci de le faire, du coup, j'enchaîne sur comment c'était pour moi. J'ai passé un excellent moment. C'était trop bien. C'était exactement ce dont j'avais besoin après le talk d'avant qui avait été très intense, que vous avez vu la semaine dernière. Et je sais pas, j'ai passé vraiment un moment de sororité. Alors je sais pas, même si tu t'identifies en tant que femme ou si ça te gêne quand je dis sororité. Ça me va. Okay. Ouais, j'ai vraiment, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu. Je sais pas si c'est comme ça que toi tu le ressens, mais moi j'ai vraiment ressenti ça et je m'attendais pas. Enfin c'était pas intentionnel parce que en fait c'est toi qui étais ouvert aux hommes qui se trouvent dans cette maison cette semaine dans cet événement. Mais finalement je suis ravie qu'on soit une majorité de femmes sur les talk de manière générale et en particulier sur celui-ci. Et c'était vraiment chouette. Je vais pas faire plus long parce que
tout le reste, je pense que je l'ai dit avant, après et tout, mais j'ai passé un excellent moment et merci. Moi aussi, excellent moment. Et pour rejoindre ce que vous dites toutes les deux, il y a le fait qu'on soit que des personnes assignées femmes à la naissance ici, ça crée un truc génial. C'est-à-dire qu'il y a ce côté sororité et la parole se libère et on est capable de se dire ouais, moi j'ai des fantasmes de gangbang, etc. et machin. Et en fait, je me dis, quel dommage aussi qu'il n'y ait pas eu des personnes assignées hommes à la naissance, parce qu'ils ont sans doute une expérience très différente. Et moi, aujourd'hui, ils sont tous là en régie derrière la caméra. J'espère que ce sera l'occasion pour eux de pouvoir en parler ensemble et de pouvoir se dire, par exemple, moi j'aimerais trop qu'on joue avec ma prostate, ou j'aimerais me faire enculer par une meuf, ou trucs comme ça. Enfin, parce qu'en fait, je me rends compte qu'entre mecs... Ouais, mais entre mecs, ils n'en parlent pas. Non. Ils n'en parlent pas du tout entre eux. C'est un exercice, Non, mais c'est vrai, c'est un exercice qu'on fait vachement souvent. C'est un truc entre femmes. Ouais. Et enfin voilà, la sexualité, on en parle entre femmes dès l'adolescence, quoi. Et c'est vrai que moi, ça a été entre mecs. Vous voyez pas, mais ça rigole en réalité. mais entre mecs, c'est un truc de potage, de ouais, je l'ai baisé. Dans la performance à fond. Mais ouais, ça, on va en parler, la performance, il y a tout un topic là-dessus. Mais Oh là là, clairement, on va en parler, il y a des choses à Et déconstruire. c'est vachement... Petit teaser pour la suite, restez vachement connectés dans les semaines triste, qui viennent. Moi, je trouve ça vachement triste, je trouve ça vachement dommage. Bah moi, je rejoins assez Dani dans le sens où je trouve ça très vulnérabilisant en tant que personne assignée femme je me sens... Il y a une partie de moi qui se dit « Oh, mais tu t'es vachement exposée et tout !» Et ouais, je crois que je vais processer ça dans les semaines à venir. Et je suis super contente que tu nous aies proposé un droit de voilà, je ne sais pas si c'est officiellement dit, mais... Si. Ok. Bah, tu peux le dire, il y a un droit de regard et tu as quelques mois pour décider de ce que tu laisses et ce Cool. que tu laisses pas dans le talk. Bien sûr. Ok, bah, ça me fait du bien de réentendre ça. Merci. Et c'est pour moi, bah, je sais pas si j'aurais peut-être pas pensé à le dire en caméra, mais en fait, j'ai aucun problème à le dire. Pour moi, c'est extrêmement important que le consentement des personnes qui sont dans les talks est évidemment respecté, sinon ça n'a absolument aucun sens de faire un événement sexpo et d'en parler en vidéo. Complètement. Enfin, je veux dire, et s'il y a des choses qui sont enlevées, même si je les aurais trouvées essentielles au talk, c'est pas ma propriété, quoi. C'est la vôtre. Donc, évidemment. Et même si vous vous apercevez, d'ailleurs, je le dis à l'audience, si vous vous apercevez qu'il y a des personnes qui finalement s'expriment très peu dans un talk, ou qu'il y a un temps de parole qui n'est pas respecté, c'est pas forcément voulu, c'est potentiellement parce qu'il y a des choses qui ont été enlevées. Et j'attends de vous, et je vous aurais fait des disclaimers, mais j'attends de vous que vous respectiez ça aussi et que vous preniez le cadeau qui vous est donné à travers ces vidéos. Et même s'il y a des personnes qui s'expriment moins, parce que finalement, soit elles se sont moins exprimées parce qu'elles sont introverties, soit parce qu'il y a des choses qui ont été coupées, et c'est chouette que ça puisse être le cas. Merci. Effectivement, quand on reprend tu vois ce que les gens savent du BDSM avec des trucs comme 50 nuances de Grey, où clairement là c'est une situation de domination psychologique non consentie. Oui, c'est plus une agression. En fait, c'est une agression. Et non nommons les choses. Nommons les choses. Nommons les choses. Oui, c'est une relation abusive. Voilà, c'est un homme et une femme en plus. En Donc plus, c'est voilà. très, c'est hyper codifié, patriarcal jusqu'au bout. c'est ça, j'allais un dire. homme riche et une jeune femme bien moins sûr. riche. Enfin, c'est rien de Ouais, L'ange, ouais. Ouais. Donc, alors en fait, le BDSM c'est tout sauf ça. Et pour moi, je trouve que Rien que pour ça, ce talk valait le coup. cette phrase. Quand tu fais de la domination en conscience, tu sais que, comme tu disais, tu te mets au service du fantasme de l'autre. Tu joues en fait le dominant. C'est pour ça, moi, je trouve que c'est énormément de boulot, les séances pro. Il faut les écrire, il faut se préparer, il faut se C'est mettre du en théâtre, position, etc. Tu donnes tout ce que tu as. Heureusement que c'est rémunéré quelque part, quoi. Dans le cadre de ton couple, c'est un putain de beau cadeau, quoi. Parce que c'est vraiment permettre à l'autre de remettre les clés de son cerveau. En disant voilà, on a discuté de tout ce qu'on voulait, ne voulait pas faire. Je t'ai fait la liste, ma liste des courses, my wish list. Et après, je te remets les clés de mon cerveau et c'est toi qui gères tout et moi, je kiffe.